Wesh YouTube, comment vas-tu? Écoute, moi on est sur une matinée un peu compliquée. J'espère que t'entends pas trop Mafia, il est en train de vivre sa best life là, il joue dans tous les sens et donc il se peut qu'il fasse un petit peu de bruit. Mais naturellement, tu le comprends, je ne vais pas empêcher Mafia de vivre. Donc voilà, j'espère juste que tu l'entends pas trop. Moi j'avais pas prévu de filmer, j'avais un rendez-vous ce matin auquel je ne suis pas allée à cause des vertiges. Là ça va un petit peu mieux et je me suis dit clairement que je ne m'étais pas maquillée pour rien. On rentabilise ce qu'on peut rentabiliser, donc j'en profite pour tourner une vidéo. J'espère que ça se voit pas trop à ma tête, que je suis giga éclataxe. Comme je te l'ai dit dans ma précédente vidéo et dans celle d'avant encore, vraiment la go se répète. J'ai fini mon Pumpkin Autumn Challenge. Vraiment, je maintiens, je ne sais pas comment j'ai fait ça. Comme diraient les gens, j'ai dead ça. Il me reste 2 livres du coup à te présenter que j'ai lus pour le Pumpkin et j'en ai 2 autres que j'ai lus après. Et du coup, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, je vais te parler de Eva Luna d'Isabelle Allende, de J'ai pris le mauvais livre. Je reviens. Mais du coup, le cadrage, il a changé là, non? Du coup, je disais, je vais te parler de Eva Luna, d'une si longue lettre de mémoire de la forêt et de This is how you lose the time war. Et on commence tout de suite. Tout d'abord, tu l'as compris, je te parle de mon avant-dernière lecture du Pumpkin, qui était une si longue lettre de Mariam Abba, éditée chez Le Serpent à Plumes, dans la collection Motifs, si on veut être totalement précis. Mariam Abba, c'est une écrivaine sénégalaise que je mourrais d'envie de découvrir. Elle a réussi à s'inscrire vraiment dans le patrimoine culturel et littéraire avec simplement 2 livres, ce qui je trouve est quand même assez fort. Et j'ai donc ici son 2e et dernier roman qui s'appelle Une si longue lettre, tu l'auras compris, qui est en fait une très longue lettre. C'est une lettre et pour autant ça se lit quasi pas comme une lettre, c'est en fait un témoignage d'une femme qui s'appelle Ramatoulaye, qui est du coup notre personnage principal et qui s'adresse dans cette missive à Aïssatou, qui est en fait une de ses meilleures amies d'enfance, qui elle ne vit plus au Sénégal, mais peu importe, elle se confie à elle parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle a besoin de parler et qui de mieux que cette amie, que cette autre femme pour comprendre sa place de femme dans la situation qu'elle est en train de vivre. Ramatoulaye est en plein deuil, son mari vient de décéder et avec le décès de celui-ci remonte en fait énormément de choses à la surface. Tout d'abord, elle est confrontée, c'est pas la première fois, mais elle est reconfrontée à beaucoup de traditions, beaucoup de rites auxquels en fait elle doit se contraindre. Et à travers ça, comme je te disais, se réveille le souvenir de toute cette histoire en fait passée avec cet homme et de comment elle l'a vécu. Elle nous raconte donc sa rencontre, la vie avec lui, la manière dont elle est tombée profondément amoureuse de cet homme pour en venir au, j'ai pas envie de dire au drame de sa vie, mais presque en fait, pour en venir au moment où son mari décide de prendre une autre femme parce qu'il a le droit d'être polygame et toutes les désillusions qui suivent cette décision qui lui est imposée en fait à elle, la hauteur de la trahison qu'elle vit, l'intensité de la tristesse qu'elle ressent, du sentiment d'abandon. Il y a un vrai cri de détresse d'une femme en fait qui se sent remplacée par une autre femme, par celui qu'elle aime, et pour autant elle reste l'épouse, mais il y a une nouvelle qui plus est qui a l'âge de sa fille, donc il y a tout un truc générationnel et autour de l'âge des femmes. Je trouve que le format lettre, justement, le format confession est hyper adapté parce que déjà, tu l'as compris, moi tous ces registres-là, ce sont des choses qui me parlent et qui me plaisent profondément quand on arrive comme ça à être dans un cadre justement très privé, quoi de plus privé encore une fois ici qu'une lettre, que ce style de témoignage, c'est hyper intime. Et comme je te disais, quoi de plus intime encore qu'une femme à une autre femme qui se confie sur ce qu'elle est en train de vivre, surtout que Aïssatou, donc sa meilleure amie, a elle-même vécu / subi la polygamie. Aïssatou, elle a décidé de se barrer, ce que Ramatoulaye, elle, n'a pas fait pour ces raisons qui lui sont absolument propres et tout à fait légitimes.
Et elle va donc, tu te doutes, au fil de cette lettre, revenir sur des sujets très importants, dont la condition des femmes dans cette société sénégalaise, leurs droits, la manière dont elles sont considérées, ce qui, oui ou non, fait d'elles des personnes respectables, et comment elles ont envie de se positionner là-dedans, comment elles peuvent aussi se positionner là-dedans, parce que parfois on n'a pas toujours le choix. Et tout ça c'est fait avec beaucoup, je trouve, de classe et de sensibilité. Je veux dire qu'on n'est pas juste dans la dénonciation d'un système, on est beaucoup plus basé sur les ressentis, les émotions, enfin parmi lesquelles évidemment il y a de la colère, mais pas que, je veux dire ça englobe beaucoup d'autres choses. Je te dis, c'est fait avec beaucoup de finesse, je trouve. Mais voilà, c'est un témoignage que j'ai trouvé très touchant, très joli à lire. Alors joli, je t'ai dit, on soulève des choses qui ne le sont pas forcément, mais la manière qu'a cette femme de les aborder, je la trouve très belle en fait. Et c'est une lecture qui m'a beaucoup plu. D'autant plus que, je te l'ai dit, il y a toujours un truc très particulier quand tu lis un roman et que tu arrives à reconnaître en fait l'atmosphère. Et là, c'est clairement ce qui s'est passé. Bon, même si le livre est paru en première publication 79, donc en 80. Bon, je suis arrivée au Sénégal 20 ans plus tard et j'en avais que 2 ans. Mais il y a beaucoup de choses qu'elle décrit du Sénégal et principalement de Dakar que je connais, je sens les odeurs, j'entends les musiques et l'atmosphère qui m'est tellement familière que forcément ça m'a d'autant plus touchée. Mais voilà, c'était une très chouette lecture et je suis très contente d'avoir sauté le pas. Je vais te lire un extrait parce que j'ai un peu arrêté de faire ça et au final, je trouve ça très cool d'avoir un petit éclat de ce qu'est la plume d'un auteur et dans l'occurrence d'une autrice. Donc voilà, je souffle. J'ai raconté d'un trait ton histoire et la mienne. J'ai dit l'essentiel, car la douleur, même ancienne, fait les mêmes lacérations dans l'individu quand on l'évoque. Ta déception fut la mienne, comme mon reniement fut le tien. Pardonne-moi encore si j'ai remué ta plaie, mais la mienne saigne toujours. Mafia voix des oiseaux, donc je suis désolée. Je vais ensuite te parler de Mémoire de la forêt, enfin du moins du premier tome de Mémoire de la forêt. Il me semble qu'il y a plusieurs tomes, même si ce sont des histoires un petit peu indépendantes, et celui-ci s'appelle Les souvenirs de Ferdinand Taupe. C'est écrit par Michael Brun-Arnaud, c'est illustré par Sanoé et c'est édité... Ouh là là! Et c'est, je disais, édité chez l'École des loisirs dans cette très mignonne petite édition avec, oui, des illustrations qui sont beaucoup trop belles et j'adore quand les romans jeunesse sont illustrés. Dans ce premier tome, on est en plein milieu de la forêt de Belle-Écorce où on va faire la rencontre de Archibald Renard qui est un libraire un petit peu spécial puisque dans sa librairie, tout le monde peut venir déposer un livre qu'il a écrit et espérer qu'un jour quelqu'un vienne l'acheter. C'est dans ce cadre-là qu'arrive Ferdinand Taupe, qui vient tenter de récupérer le livre qu'il a déposé des années auparavant, parce que Ferdinand Taupe est atteint de la maladie de l'oubli-tout. Ce n'est pas juste les quelques oublis dus à la vieillesse, c'est bien plus grave que ça. On est très clairement, tu t'en doutes, sur une maladie d'Alzheimer. Et ce livre qui raconte du coup certains moments de sa vie pourrait lui permettre d'avoir des réponses sur des choses qu'il a oubliées, sur des gens qu'il a aimés, etc. Malheureusement, quelqu'un est venu juste quelques heures avant acheter ce fameux livre. Et Archibald et Ferdinand vont donc partir tous les deux dans une espèce d'aventure pour essayer de retrouver, au-delà du livre, les traces des souvenirs de Ferdinand. Il a des photos au dos desquelles il y a en fait des dates et des lieux et du coup ils vont retracer ce périple. En fait ils vont refaire les différents lieux pour essayer de trouver des souvenirs et de trouver des clés pour comprendre quelle était la vie de Ferdinand Taupe et principalement où est passée Maude, cette femme qu'il a tant aimée. C'est une très jolie histoire, les personnages sont tous... très attachant, c'est hyper visuel là aussi, au-delà du fait qu'il y ait des illustrations et que ça rende la chose naturellement encore plus visuelle, mais dans la description il y a quelque chose de très visuel, c'est très doux, c'est très ça accompagne vraiment avec énormément de bienveillance le lecteur et pour autant c'est pas une histoire facile du tout. Au contraire, avec un regard d'adulte, je l'ai trouvé hyper dur et hyper triste.
Là aussi, hein, c'est triste et c'est dur, c'est entouré d'énormément d'amour, d'énormément d'entraide, de compréhension, de partage. C'est très beau hein, ce qui ressort de ce livre. Pour autant, moi, il m'a laissé un sentiment... j'ai trouvé ça dur, quoi. Donc ouais, c'était honnêtement une très jolie lecture que je recommanderais hyper facilement et à beaucoup de gens et à beaucoup d'âges différents parce que cette histoire transporte avec elle beaucoup de très jolies valeurs. Je trouve que la manière dont ça parle justement de la maladie, de la manière dont la personne elle-même vit sa maladie, de la manière dont les autres la perçoivent et comment on peut en fait rendre ça le plus doux possible. La manière aussi dont ça traite du deuil, enfin tout ça est très bien fait et je t'ai dit, fait avec beaucoup de bienveillance et j'ai trouvé ça extrêmement chouette. Il me semble que Michael Brun-Arnaud est... Voilà, il a fait des études de psychologie et il a travaillé à l'hôpital durant 10 ans dans l'accompagnement de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de maladies neuroévolutives. Je trouve que c'est un très joli témoignage et un très bel hommage à toutes ces personnes-là et à leurs accompagnants, aux personnes autour. Voilà, je ne sais pas trop quoi te dire de plus, c'était très joli, c'était, encore une fois je me répète, mais extrêmement bienveillant et pour autant j'ai trouvé ça hyper triste et hyper dur. Et voilà, en fait, c'est le sentiment que me laisse ce livre. Maintenant, comme je te l'ai dit, je te le recommande très chaudement si tu ne l'as pas lu, parce que ça vaut le coup quand même de découvrir cette histoire. Et moi, je te dis, je trouve que c'est toujours plaisant de lire de la jeunesse, et surtout quand ça soulève des thèmes aussi graves que ceux-là. Je trouve ça toujours, ne serait-ce que stylistiquement, intéressant de voir la manière dont ça va être traité. Et là, je trouve que c'est, tu l'as compris, extrêmement bien fait. Bah voilà, en fait, c'était les 2 derniers livres de mon pumpkin. Donc, on va passer aux autres. J'ai donc lu ensuite Eva Luna, qui est un roman de Isabel Allende que j'ai ici chez Le Livre de Poche et qui est traduit de l'espagnol par Claude et Carmen Durand. Alors, Isabel Allende, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois ici puisque je l'ai rencontrée en lisant son premier livre, il me semble, qui est La Maison aux Esprits et qui est un livre que j'ai adoré et qui est encore aujourd'hui une référence littéraire pour moi et j'avais très hâte de lire autre chose d'elle. Alors je ne l'ai pas du tout autant aimé que ce que j'ai aimé La Maison aux Esprits parce que je crois que le côté magie un peu absurde de La Maison aux Esprits m'a plus marqué. Pour autant, c'est une très bonne histoire. On retrouve totalement Isabel Allende, que ce soit la plume, que ce soit les thèmes qu'elle met en avant. Il y a énormément de similitudes dans la construction du roman. Pour autant, ce sont 2 histoires totalement différentes. Et voilà, j'ai globalement beaucoup apprécié, même s'il y a quelques points négatifs sur lesquels on va revenir. Ce livre, c'est une histoire de vie. Pour changer, c'est vraiment un thème récurrent ici, mais c'est une histoire de vie qui prend place au Chili, où on fait la rencontre en fait d'une gamine qui devient une femme un petit peu farfelue, de la manière dont elle grandit, par où elle est trimballée, jusqu'à tomber enceinte, avoir une fille. Cette fille, c'est Eva Luna et on va suivre du coup à partir de ce moment-là la vie de cette orpheline en fait qui se construit dans un contexte très particulier. On va donc suivre, comme je te dis, cette gamine bien spéciale parce qu'elle a une imagination absolument débordante. Elle adore raconter des histoires, très souvent d'ailleurs. Elle se fait payer pour raconter des histoires. Elle arrive toujours à se tirer des trucs en racontant des histoires. Et donc on va suivre cette orpheline, comme je te dis, qui va être trimballée d'un foyer à l'autre pour faire le ménage chez une personne, etc. Et du coup, on va se balader avec elle dans ces différentes rencontres et ces différentes épopées. Alors, la politique et le contexte socio-politique prend une grande place dans ce roman. C'était tout à fait le cas également dans La Maison aux Esprits. On sent qu'Isabel Allende est profondément marquée par la politique et les changements de régime. Ça fait partie profondément de son histoire familiale extrêmement proche. Et on va avoir du coup dans cette histoire un vrai parallèle entre la construction en fait d'Eva Luna en tant que femme, à travers ces différentes rencontres, nourries par les différents cycles comme ça qu'elle va vivre dans sa vie, avec une recherche de libération, mais qui n'est pas très affirmée chez elle. Hein. C'est une gamine qui est libre par essence, en fait,
Et je trouve que le parallèle entre toute cette construction de l'individu et justement toute la construction politique qui est en train de se mettre en place, le nouveau régime qui s'installe, avec toute la montée en puissance des guérilleros en fait qui tentent de faire basculer justement le nouveau pouvoir, c'est un parallèle évident et qui était très bien fait. Son style est toujours aussi bon, bien que très dense. Isabelle Allende, c'est dense, on va pas se mentir, c'est extrêmement là aussi visuel, les descriptions sont superbes, elle dépeint tout à la perfection, que ce soit les paysages, les odeurs, les couleurs, mais aussi les sentiments. Je trouve que tout est vraiment raconté de manière très intense, très très bien faite. Pour autant, c'est lourd à des moments, vraiment, c'est pas un livre que je recommanderais à quelqu'un qui n'aime pas lire, quoi, parce qu'il faut s'accrocher. D'autant plus qu'on n'est pas sur un roman avec une intrigue de fou. On est sur juste enfin pas juste une histoire de vie. Il y a plein de petites intrigues, mais je veux dire, l'accent n'est pas mis sur une intrigue en particulier. On est vraiment sur une histoire de vie avec la construction, comme je t'ai dit, d'une personne, de cette gamine, puis jeune femme, etc. Les personnages sont toujours très 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 bien faits chez Isabelle Allende. On retrouve un côté un petit peu loufoque et perché, même si, je t'ai dit, il est beaucoup moins intense que ce que j'ai pu voir dans La Maison aux Esprits, où c'est 3 fois plus perché. Ce qui m'a un petit peu essoufflé, on va dire, c'est que en fait, à chaque fois qu'on entre un nouveau cycle de vie, j'appelle ça un peu comme ça, mais parce que sa vie est vraiment morcelée par les rencontres et entre les différents lieux en fait, où elle va habiter principalement, on t'introduit de nouveaux personnages. Et là, on commence à te dépeindre leur vie depuis tellement longtemps et d'une manière tellement détaillée que à chaque nouveau personnage, je me disais au début, oh putain, enfin, c'est long. On va pas se mentir, c'est long, même si là où c'est très fort, c'est que très vite, et bah du coup, t'es très attaché au personnage, et même si c'est pas un personnage attachant à proprement parler, il suscite chez toi un intérêt parce que tu sais d'où il vient, tu sais comment il s'est construit et donc tout ce qui arrive par derrière est beaucoup plus intense. Tout le fond qu'elle tisse comme ça permet d'avoir une base hyper solide pour le développement ensuite qu'elle met en place des événements actuels dans l'histoire. Donc c'est mis un truc qui m'a saoulée, mis quelque chose que j'ai très bien compris encore une fois dans la construction de son roman parce que ça fonctionne. Mais je pense que ça peut être un frein pour certaines personnes. Globalement, je t'ai dit, pour moi, ça a été une vraiment bonne lecture. J'ai été très contente, du moins, de retrouver Isabelle Allende. C'était long, on va pas se mentir, surtout que c'est dense. Donc c'est long à lire, je trouve. Mais ouais, moi, j'aime beaucoup la plume d'Isabelle Allende. J'aime sa façon de raconter les histoires. Oui, c'est ça que je voulais dire. Un des trucs qui m'a un peu déçue, c'est que Eva Luna, on parle pas mal du fait qu'elle aime beaucoup raconter des histoires, qu'elle a beaucoup d'imagination. Moi, j'ai eu une vibe quand elle était enfant de Anne de Green Gables, là. Ça n'a rien à voir, hein. Mais dans cet enfant pleine d'imagination qui se construit beaucoup de choses dans sa tête et qui vit beaucoup dans ces petits univers-là et qui du coup raconte beaucoup d'histoires. Et je trouve que ça a manqué un peu de développement sur ça. J'aurais aimé qu'on mette un petit peu plus l'accent là-dessus, mais bon, après ça c'est tout à fait personnel. Et voilà, c'est un très bon Isabelle Allende, je pense. Pour finir, parce que c'est déjà extrêmement long, je vais te parler de This is How You Lose the Time War, qui est écrit par Amal El Mohtar et Max Gladstone. J'ai mes petites notes, puisque je l'ai lu en format digital, là. Et qui en France est édité, si je dis pas de bêtises, sous le titre Les Oiseaux du Temps, et qui était, ma foi, une lecture très particulière, mais plutôt chouette. C'est un livre qui me tentait depuis un moment, mais flemme, en fait, de l'acheter, tout simplement. Et là, il était dispo sur Next Story en VO, donc je me suis dit que c'était le moment de tenter l'expérience, et c'était une expérience, pour le coup. C'est une espèce de roman épistolaire parce que on est sur de l'échange en fait entre deux personnes, mais qui est entrecoupé de petits moments de narration. C'est pas 100% un roman épistolaire, même si les lettres prennent une très grande place dans le récit. On y fait la rencontre en fait de Bleu et de Rouge, qui sont deux combattantes de deux factions différentes. Alors ça c'est la partie où tu te doutes, moi j'étais un peu du père, qui sont donc ennemis en fait dans une guerre spatio-temporelle.
Le background un peu de l'histoire, quand ça a commencé, je me suis dit, oh là là, je vais rien comprendre. Tu le sais, on se sait, moi, quand c'est trop chez père et qu'on m'explique pas, ouh là là, je comprends pas. Pour autant, là, ça ne m'a pas dérangé. Je t'explique. On a donc ce background très particulier où en fait, il y a cette guerre spatio-temporelle où ces deux factions ennemies s'affrontent à différents moments et à différents lieux. Et ces combats ont une influence sur l'histoire avec un grand H. Bref, ça c'est le background très global que j'ai pas toujours compris. Pour autant, ça n'est pas du tout le point central de l'histoire, c'est vraiment juste le décor assez lointain même. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Bleu et Rouge, comme je t'ai dit, sont donc deux combattantes ennemies. Ça fait longtemps qu'elles s'observent, ça fait longtemps qu'elles s'épient un peu l'une et l'autre sur les différents champs de bataille. Elles, je pense, un petit peu secrètement s'admirent parce que ce sont, comme je te dis, de très grandes combattantes. Et un jour, Bleu écrit à Rouge. Et de là commence une correspondance qui est absolument interdite. Elles n'ont pas du tout le droit de correspondre. De là, en fait, naît une proximité et une intimité assez dingue et assez vite, en fait, parce qu'elles sont très différentes, elles sont ennemies et pour autant elles se reconnaissent beaucoup l'une en l'autre. Et là où au début, ce sont juste des lettres de deux ennemis, commence à se mettre en place un lien, une certaine intimité. Et au milieu de cette guerre, de ce contexte très bizarre et pas du tout propice à ce qui est en train de se passer, de cette amitié naissante et de cette admiration en fait réciproque, commence une histoire d'amour. Voilà, c'est pas un spoil, hein, je veux dire, c'est écrit partout que c'est là où qu'on s'en va. Et même si je te dis les passages, surtout le contexte autour, je les ai pas forcément... c'est pas que je les ai pas appréciés, c'est juste que j'en avais rien à faire. Les lettres et ce qu'elles se sont écrites, c'est très très joli. Je sais pas ce que vaut la traduction, j'aimerais bien un jour le lire en français, il faudra peut-être que je le chope, parce que ça pourrait être cool de lire une traduction et voir ce que ça vaut. Mais en anglais, c'est hyper jolie et je me suis surprise à être vraiment touchée en fait par cette histoire d'amour et par le lien très particulier qui unit ces deux combattantes et par les mots qu'elles choisissent l'une et l'autre pour s'avouer les choses, pour exprimer ce qu'elles ressentent. J'ai trouvé ça sur plein de points vraiment, vraiment très joli. Je t'ai dit, moi je suis pas une grande fan de la romance pure et dure, je n'en lis quasiment pas. Pour autant, ici, je me suis laissée embarquer dans cette histoire d'amour interdite et je ne m'attendais pas à ce que certaines de ces lettres et certains de ces passages me touchent autant. Il y en a plein que j'aurais voulu annoter. Si j'avais eu le livre en physique, j'aurais corné 42 pages, c'est sûr. C'est aussi pour ça que je me dis, est-ce que j'essaierai pas de l'acheter en français pour le relire et voir déjà, comme je te disais, ce que vaut la traduction. Et bref, pour voir en fait ce qu'il en est. Mais globalement, bien que je n'ai pas tout compris à l'univers et que je ne suis pas sûre qu'il ait apporté honnêtement grand-chose à l'histoire, si ce n'est un peu d'originalité et un contexte un peu dépaysant. La construction en fait du lien entre ces deux femmes était vraiment très chouette et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire les questionnements puis l'expression de leurs sentiments mutuels. En fait, j'ai trouvé ça vraiment très, très chouette. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que vraiment, je suis au bout du Rolls. Je vais aller clairement me mettre en petite boule et ne plus bouger pour les prochaines heures. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que j'ai pas été trop confuse. Je suis en train de préparer ma pile à lire pour l'hiver. Donc je pense que je te retrouve très bientôt pour te parler de tout ça. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Merci quand tu me laisses des petits commentaires, ça me fait giga plaisir. Et on se revoit très bientôt, tu l'as compris. Et d'ici là, prends soin de toi.